C'est bon? C'est bon. Donc, retour d'expérience depuis 1 an en prod. J'ai pas de retour d'expérience en multi-data center, mais étant donné qu'il n'y a pas de gestion de stockage fournie par toutes ces stacks, il n'y a pas de problématique particulière, je pense à part la latence. Alors, moi je travaille pour une start-up belge qui fait de la recommandation sur des articles, sur des vidéos, sur des médias, et on reçoit quasiment en temps réel à peu près tout ce que font les utilisateurs, sur quoi ils cliquent, sur qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, où est la souris sur leur browser, enfin de ce genre de choses assez merveilleuses, ce qui génère des flux de données, le plus gros flux qu'on a, on a 300 à 400 messages par seconde en pic. Donc nous on reçoit toutes ces informations-là via des API, tout ça c'est injecté dans des bus de données sur Kafka, on a des job Spark qui calculent tout ça, et il faut fournir donc une plateforme pour héberger tout ça. Donc concrètement, grosso modo, c'est pas très visible. Grosso modo, donc toutes les interactions avec les clients se font par des API HTTP qui envoient des données sur un topic Kafka. Ces topics qui sont consumés par les consommateurs. Par exemple, le flux de messages qui envoie 300 ou 400 messages par seconde, des fois on augmente le nombre de consommateurs pour pouvoir gérer le flux. Il y a un consommateur qui s'occupe d'écouter tous les topics qui écrivent dans une base de données. La base de données sert de référence pour les jobs Spark, qui réécrivent dans la base de données et les API tapent dedans pour suivant les requêtages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vu qu'on n'est pas nombreux. L'architecture. C'est quoi ta base de données? Postgres. Et pourquoi Kafka plutôt qu'un RabbitMQ? Parce qu'on connaissait bien Kafka. RabbitMQ, je crois que c'est pas du tout la même approche que le seul avantage que tu as dans Kafka, c'est de pouvoir rejouer un set d'events. Ouais, c'est un sacré avantage quand même. Là, par exemple, les events ailleurs, ça peut être. Oui, on a des. Alors, oui, ils n'enregistrent pas des 400 messages par seconde dans la base de données. On a des consommateurs qui font des traitements, en fait, c'est pour ça que je ne vais pas détailler. Mais lui, par exemple, il écoute les 400 messages par seconde, il monte les données en mémoire, il fait des agrégations, et c'est les agrégats qu'on renvoie et qu'on persiste en base de données. Je fais exactement la même chose comme ça. Ouais. Exactement pareil. Recommandation aussi? D'accord. Concurrent. Tu sors. Bon, l'architecture technique vite fait, donc on a des serveurs qui sont dans une zone qu'on appelle service, donc c'est eux qui sont en interaction avec les extérieurs. Une zone qu'on appelle leader, une zone qu'on appelle worker. On verra plus en détail tout à l'heure le rôle de chacun. Donc notre objectif, c'est fournir des ressources à Spark et gérer des instances Docker donc réparties sur plusieurs serveurs pour une scalabilité horizontale et une résilience. Donc résilience en cas de coupure d'un serveur, les instances Docker qui tournent à ce serveur-là vont redémarrer automatiquement sur un autre. Alors pourquoi Docker? Immutabilité des builds, enfin presque, donc je sais, est-ce que je peux utiliser, j'en reparle après. Au pire, j'en reparlerai une deuxième fois. On utilise le commit ID comme tag Docker, donc pour identifier une image Docker. Donc au début c'était très bien, il n'y avait pas de problème. Une version de notre applicatif correspondait à un build Docker, donc on pouvait mettre à jour ou revenir en arrière facilement, jusqu'à ce qu'on commence à avoir des dépendances internes au sein de Docker. Donc si on build une dépendance, on rebuild l'image Docker, sauf que comme on touche pas, on ne fait pas de commit sur l'image, sur le code source qu'à la dépendance, on se retrouve avec plusieurs images qui ont le même tag Docker, mais pas le même contenu. D'où ma question sur le Slack technique l'autre jour, l'histoire de référence de dépendance, etc. Pour moi, c'est aussi facile à déployer, parce que j'ai qu'une image Docker à déployer, et un fichier de config à injecter dedans, et c'est à peu près tout. Et si c'est pas tout, je tape les développeurs. On a aussi donc Mesos Marathon qui fournit la gestion des C-groupes via Docker. C'est-à-dire si je démarre une image Docker avec 10 Go de RAM, quand elle va consommer un peu plus que 10 Go, genre 11 Go, 12 Go, elle va se faire tuer. Alors, c'est bien, mais c'est pas bien.
Donc là, par exemple, typiquement, dans l'environnement dans lequel on déploie tout ça, on ne peut pas faire d'overcommit. J'ai un certain nombre de CPU par machine. Chaque ressource Docker a un nombre de CPU alloué. Et je ne peux pas dire, si j'ai 20 CPU, je ne peux pas démarrer 25 instances avec chacune un CPU. Ça, c'est une petite limitation. On utilise la registrie de GitLab. Avant, on était sur Nexus 3, mais bon, les deux ne posent pas de problème. Nos images de base de Docker, c'est Alpine Linux à 90%, parce qu'on fait tourner du code Python. Une petite subtilité, Alpine Linux n'utilise pas la glibc, donc il utilise le seul, ce qui peut amener des fois des comportements qu'on n'a pas en dev parce que on dev sous Linux ou sous Mac, et pas de même stack. Pour l'instant, on n'a rien de critique, mais des fois, il faut y penser. Vous faites pas le dev dans l'image Non. Dans une image équivalente. Alors, on fait tourner le dev dans Docker, mais le développement, l'écriture du code, il est sur son Mac, sur son Linux, on redéploie, à chaque ligne de code qu'un dev écrit, on n'exécute pas un Docker. L'environnement de dev est dans Docker, donc une fois que c'est pushé, la pull request est acceptée, ça déploie en dev dans Docker. Ouais, mais ils ne dévent pas sur leur Docker, sur leur machine. Non. Dans un Docker. C'est un environnement en fait de recettes. Ah non, toute la prod est en Docker. Hein. Oui, mais Donc, sinon quand tu. Non, mais, Oui. ouais. Mais- C'était pour la problématique qu'en dev, il y a certains trucs sous GFC qui ne se rendent pas compte, mais s'ils avaient le dev directement sur. S'ils faisaient tourner l'image Alpine aussi pour faire. Ah, mais à chaque ligne de code que tu vas écrire, tu vas pas reconstruire l'image Docker, il va faire tourner. pour la partie de code. Ouais. Après, le Docker Mac, typiquement, je suis pas persuadé que ça soit. Enfin, moi, le PHP, il est sur le fichier. Ah, mais c'est du script, t'as pas. Ouais, il n'y a pas de build. Ouais. Mm. En fait, c'est buildé. Alors, typiquement, le truc très chiant, c'est que, je sais pas, Python, on verra ça le 12 avril pour ceux que ça intéresse, on fait le premier meetup Python. Une librairie Python, par exemple, pour interroger PostgreSQL, tu as le choix entre un client purement Python ou un binding sur la libc. Le binding sur la libc, tu es sous Mac, tu fais pip install le nom du driver, ça télécharge une version déjà précompilée. Sous Docker, tu arrives, non, il n'y a pas de version précompilée, et on ne peut pas en faire. Donc on est obligé de rebuilder des dépendances à l'intérieur de chaque Docker, c'est un peu chiant des fois. Sinon, un petit peu de Debian Stretch et un petit peu de Python 3.6 Debian Stretch notamment pour... Tu peux faire des Spark. images intermédiaires pour tes dépendances, après c'est de la composition. Oui, mais bon, il faut le faire à un moment, il faut que la première fois... Ouais, non, mais c'est pas... Donc pourquoi aussi un cluster Docker pour avoir des nœuds pour distribuer la charge, la résilience. Je ne vais pas en venir dessus. Il y a plein d'autres solutions possibles. Alors Docker Swarm, Kubernetes, donc Apache Mesos, DCOS qui en fait Mesos Marathon, Chronos met tout en embedded avec une autre interface. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres solutions pour faire du clustering de Docker. Donc je dis Docker, par contre, il ne faut pas oublier que Mesos Marathon, on peut faire aussi du natif. Hein. On peut exécuter un truc dans l'autre sans Docker. Pas de questions. Et après, tu as les plateformes aussi cloud, genre. Non, ça, non. Pas le droit. Interdit. On a des contrats qui nous interdisent d'utiliser Au final, des tu tournes plateformes. derrière sur les offres cloud, donc quel est... Ah non, en dev, je suis en cloud, la prod, elle est sur des serveurs physiques D'accord. chez nous. Enfin, pas chez nous, mais chez un hébergeur. Et c'est une obligation contractuelle. Contractuel, d'accord. Tu es obligé d'être hosté en France ou en Belgique, Ouais. et puis... Et c'est même pas des questions légales, hein, c'est des questions de financement. C'est pas la RGPD, c'est des questions de financement en fait. Parce que nous, c'était des questions de sécurité à ce Ouais, non, mais nous, Ouais, c'est tu des peux questions avoir de des questions financement. effectivement sécurité, financement, philosophie. Ouais, il y a plein de. D'accord. Donc nous, c'est une question de financement. Donc Mesos, c'est quoi? Concrètement, c'est pas très compliqué. C'est un petit démon qui tourne sur tous les serveurs qui participent au cluster. Donc il y a le leader et le worker. Sur le worker, en fait, il va remonter par exemple le nombre de CPU physiques sur la machine, la mémoire, l'espace disque. Alors par contre, l'espace disque, je n'utilise pas du tout les notions de volume, etc. de Docker. Enfin, de volume, mais pas de volume au sein de... Je sais plus là comment ça, j'utilise le -v, pas le volume name, etc.
Et en fait, ça fournit une API qui permet à des frameworks de s'enregistrer. Concrètement, si vous démarrez un Mesos sur votre ordinateur, si vous démarrez que ça, vous ne pourrez rien en faire. Donc, quel framework permet de s'enregistrer sur Mesos? Donc il y a Spark. Donc Spark, c'est du calcul distribué. Ce n'est pas l'objet de ce soir. Et dans notre cas, il y a Marathon Chronos qui nous intéresse. Alors Mesos, on démarre, ça fait une jolie interface web, jolie façon de parler. Et là, par exemple, j'ai pas assez pris la capture. Donc on voit les process, les tâches qui tournent. Chaque tâche est rattachée à un framework. Et normalement, on est censé voir le nombre de CPU total. Donc là, par exemple, en dev, ah oui, la copie d'écran, c'est très chiant. Voilà, donc ça, c'est notre cluster de dev. Donc on voit qu'on a 40 CPU, 150 Go de mémoire, 34 alloués, CPU, 91 Go de RAM. Il ne reste plus que 5 CPU et 60 Go de RAM. Alors les frameworks, dans notre cas, donc là il n'y en a que 2 qui tournent. Donc il y a Marathon et un job de Spark. On voit que un job de Spark c'est 18 CPU, donc ça peut aller très 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 vite. Ouais. C'est très chiant. Donc, je trouve une solution un jour. Alors, il faut quoi pour faire tourner tout ça? Donc, il faut sur ce qu'on appelle les leaders, c'est Mesos Master. L'élection du quorum, ça parle à tout le monde? Non. C'est en fait quand tu as plein de machines, il faut qu'il y en ait un qui soit maître. Et il faut qu'il se décide de qui est maître. Donc, et pour ça, on repose sur Zookeeper, qui est un projet Apache le plus connu. Sur les workers, il y a juste un processus Mesoslave qui fait que exécuter les frameworks, donc dans le lancer des commandes, grosso modo. Pour information, Mesos c'est écrit en C++. Donc l'architecture complète, ça donne à peu près ça. Donc là, on a des grosses machines. Là, on peut avoir des petites machines, parce que finalement, ça fait que de l'orchestration. Et sur les leaders, donc on fait tourner, enfin, moi c'est comme ça que je fais tourner Zookeeper, Marathon, Mesos Master et Chronos. Et sur les workers, donc l'idée c'est vraiment d'avoir que des machines qui servent à exécuter à recevoir des ordres. Donc il y a grosso modo besoin que de Mesoslave et Dockerd, le processus si on veut lancer du Docker, évidemment. En production, un minimum de 3 nœuds Zookeeper pour éviter le split brain. Donc s'il y en a 3, s'il y en a un qui tombe, les deux ils vont essayer de se battre. Donc en général, on en met même plutôt 4 ou 5. On peut mettre que 2 Mesos leaders, mais moi j'en mets surtout les leaders. Et on peut grouper aussi les workers par des attributs, donc leur dire tel worker il va faire tourner que par exemple des jobs Spark ou que des API, ou si on a un seul gros cluster, il y en a un qui va être, il y a des machines qu'on va utiliser pour la prod, l'autre pour l'UAT. Et en fait au moment de déployer des jobs, on va appliquer des contraintes en disant je veux que ça soit exécuté que sur des machines de type prod, machines de type de job. Voilà. Donc, comme je disais, sans framework, on ne fait rien. Enfin, sauf s'il il faut reconnaître un framework, donc c'est un peu compliqué. Donc, les frameworks vraiment les plus connus sur Mesos, c'est Marathon et Spark. Alors, Spark, c'est pas l'objet de ce soir, mais... Donc, Marathon, en fait, c'est quoi? C'est grosso modo qu'une bête API REST et une interface graphique un peu plus belle que celle de tout à l'heure, mais perfectible, où on va envoyer en fait des ordres, des tâches en JSON qui vont décrire quelle image Docker je veux, le nombre de CPU que je veux allouer à chaque instance, le nombre d'instances, la mémoire allouée à chaque instance, les volumes, et d'autres petites joyeusetés que je montrerai un petit peu après. Donc, en pratique, ça donne ça. Donc là, on voit que j'ai 2 instances d'un job qui s'appelle S2T. Donc là, par contre, c'est bien chaque instance a 4 CPU et 4 Go de RAM. Non, c'est le contraire.
Chaque instance a 2 CPU, 2 Go de RAM. On a notre fameux serializer que je vous parlais tout à l'heure qui écoute tous les topics Kafka qu'on enregistre. Donc là, par exemple, j'ai 4 instances. En prod, j'en ai 10 ou 15. Et ce qu'il y a un truc qui est bien, c'est qu'avec la REST API, je veux passer de 10 à 15, mais j'ai juste un champ à envoyer, puis ça va redémarrer automatiquement le nombre d'instances qu'il faut. Alors Chronos, c'est quoi? C'est la même chose, sauf que Marathon, c'est fait pour démarrer des jobs, des démons. Donc une fois que ça démarre, c'est censé rester en vie. Que Chronos, c'est un peu le cron tab. C'est fait, tu m'exécutes l'image Docker, par exemple, tous les jours à 1h du matin. Tout simplement. Donc c'est le même concept, hein, une API REST, une interface web. Alors par contre, même moi je fais mieux. Donc, c'est pour dire. Pas de questions? Est-ce que tu as de l'autoscaling qui est possible sur... Alors c'est possible, je ne l'ai pas testé encore. C'est possible sur... avec Marathon LB en HTTP. Il faut que je regarde en fait, parce que je sais que normalement on peut exposer des metrics, donc les récupérer et automatiquement démarrer. Mais ça, il va falloir que je regarde notamment pour le serializer, parce que du coup je pourrais très bien avoir un auto-scaling et un auto-downgrading. Downscale. C'est ça le plus dur. Ouais. Sur le serializer, là j'ai aucun souci par contre. Enfin, aucun souci. Aucun souci de cohérence de données. Mais il faut que ça, c'est la prochaine étape que je regarde. Il répartit lui-même les instances CPU sur les différents scales qui sont disponibles. Oui. Ah oui. Alors par contre, typiquement, si tu précises pas une contrainte de type hostname unique, il peut très bien démarrer 3 instances sur le même. Si tu lui demandes 3 instances, qu'il y a un nœud où il y a 3 instances, je crois qu'il y a un peu de code quand même pour dispatcher, mais tu peux te retrouver avec 3 fois la même instance sur la même machine. Mais après, c'est juste une petite contrainte à dire, je veux que le hostname sur lequel va tourner mes 3 instances soit différent entre chacun. Non, parce que ça prépare la machine. Ils vont redémarrer automatiquement, mais tu as la perte de service quand même. Et s'il y en a une qui commence à déconner dans son traitement, comment tu peux la repérer, la shooter? Il y a un health check fourni. Mais il fait juste un check de processus. Ah non, tu peux avoir un health check HTTP, tu peux avoir un health check commande, donc là où tu lances une commande à l'intérieur de ton Docker. Et après, c'est à toi de l'implémenter. Docker Compose, t'as ça aussi. En fait, c'est la même chose. Et je vais en parler un petit peu dans le blueprint de déploiement. Bon, maintenant, on a tous ces services qui peuvent démarrer. Comment on expose ces services? Pour du pur TCP, j'ai le cas. Il n'y a que Marathon LB. Donc Marathon LB, j'en reviens un petit peu, c'est une surcouche à HAProxy. Et si on travaille en HTTP, on a le choix entre Marathon LB et Traffic. Qui connaît Traffic? Donc c'est un nouveau, c'est nouveau, parce qu'il est relativement récent quand même. Ouais, il doit avoir 2 ans. Mort, Hein? Il sera bientôt mort. Ah bon? Bon. Et c'est français en plus. J'en reviens un petit peu après. Si c'est utilisé par Cisco et tout ça, il y a pas mal de grosses boîtes qui utilisent Traffic. Donc, Marathon LB, c'est une image Docker autour de HAProxy qui expose les services qu'on veut déclarer de Mesos. Donc, c'est développé par Mesos eux-mêmes, donc normalement, ils font les choses plutôt bien. Et comme c'est HAProxy, le gros avantage, c'est que ça permet de gérer du HTTP ou du plain TCP. Alors par contre, il y a d'autres outils, Marathon LB a d'autres petits soucis comme la gestion des certificats, où Traffic est beaucoup plus intéressant. Traffic, c'est justement la gestion des routes en live surtout qui est intéressante. Ouais, mais Marathon LB, j'ai les routes en live aussi, du coup. Ouais, mais HAProxy, le process il est redémarré. Tu peux pas faire du hot reload sur HAProxy. HAProxy, si, il est natif pour... Et puis il y a du LUA. Pas sur, sur les routes, mais pas sur les configs des hosts. C'est du LUA dedans. Donc en fait, c'est un bout de LUA qui tourne par HAProxy, qui tape Mesos et qui met à jour. Je sais pas, moi j'avais vu la conf Clever Cloud à ce sujet où justement ils expliquaient pourquoi ils avaient été obligés de cracher HAProxy. S'ils n'avaient pas de hot reload, mais je crois que c'était sur les virtual hosts. Et après, les routes, ils pouvaient les mêmes, c'était sur les... ils ont déclaré trop. Non, en fait, c'est qu'ils en avaient trop. C'est comme ils avaient X milliers d'instances. Ouais, il y avait peut-être trop de reload. Il y avait trop de reload sur HAProxy. Ah ouais, peut-être, ouais.
Tu peux changer la conf en live, mais Moi j'en ai 10 ou 15, j'en ai pas 150. ils avaient plusieurs milliers d'instances, puisque Ouais. chaque client c'était une route. Ouais, oui, donc La effectivement, virtuose la avec moindre ses motif, propos. je pense qu'il passait son temps à reloader. Quoi. Ouais. Donc là, comme on démarre Marathon LB, bah, comme ça, donc là on lui dit d'écouter Port 90 et on lui donne l'URL de Marathon. Et donc et c'est même pas du pôle, là, il s'inscrit au train de Marathon et il reçoit des events. Donc c'est pas du pôle à intervalles réguliers. Et donc pour déclarer un service dans Mesos, pour l'exposer via HAProxy, enfin Marathon LB, donc c'est ça. Donc là il y a un Docker un peu particulier, puisqu'il expose un TCP et un HTTP, et j'ai besoin des deux. Alors j'avais que Traffic avant, donc je suis resté sur Traffic, mais pour le port TCP, je vais utiliser le Marathon LB. Donc c'est simple, on me dit je travaille en mode TCP, le port il est là, alors le port je dois le fixer, normalement il n'est pas fixe dans un cas normal, et ça c'est pour les groupes, parce que Marathon LB il peut gérer un groupe interne, un groupe externe, pour exposer par exemple sur internet ou que en local. Donc Traffic c'est à peu près la même chose, ça travaille que en HTTP, il est écrit en Go, c'est une société française qui est basée à Lyon, si ma mémoire est bonne. La configuration est vraiment très très simple. Et pareil, donc il récupère directement la conf dans Mesos. Donc sa config, c'est ça. Je lui dis d'écouter sur le port 80, le web adresse 8080, c'est le port admin. En fait, on va faire ça un petit dashboard, et puis l'API REST qu'on peut utiliser. Je lui dis mes 3 instances Marathon où elles tournent, et puis l'authentification pour connecter à Marathon. Et la même chose donc pour exposer le service. Donc là, je lui dis, tu vas t'exposer sur le endpoint HTTP, donc sur le port 80 qu'on a vu avant. Et donc là, c'est ça que j'aime beaucoup dans Traffic. Toutes nos API sont stateless et travaillent à la racine. Donc quand on fait un post slash, en fait, ça arrive, c'est traité. Et nous, on ne l'expose pas comme ça, on dit, mon API, tu vas taper l'URL /media/v2.1. Et donc là, par exemple, je lui tape pour taper mon application qui reçoit normalement sur slash. Là, je vais lui envoyer une requête sur /media à mon Traffic /media, et va lui envoyer le reste de la requête à mon service. T'as l'air sceptique. Ouais, un peu, mais. C'est courant même sur les autres ouais. proxy. Ouais, sauf que là, c'est HAProxy déjà pour faire ça, c'est un peu plus. C'est HDRPEG et tout ça, ça se fait bien, mais j'aime bien ça, le côté simplicité. Et les rôles, tu peux en avoir plein, tu peux fournir un virtual host, tu peux. Host 2 points, donc là, tout ce qu'il va recevoir sur ce host-là va être envoyé là. Ouais, je te montrerai peut-être après, ça parlera peut-être plus. Alors, comme on est à jour, imaginons on a une version d'API 1.0, on veut passer en 1.1. Là, en fait, j'ai juste à modifier mon tag de Docker dans le Mesos. Et imaginons que j'ai une API où j'ai 4 instances de l'API. Dès que je vais modifier la version de l'image Docker, il va laisser les 4 instances courantes tourner. Il va instancier 4 nouvelles instances. Et tant que les 4 nouvelles instances ne sont pas marquées positives dans le health check, elles ne seront pas exposées par le reverse proxy. Donc ça, c'est vrai, c'est particulièrement rare avec Marathon LB. Sur Traffic, j'ai des petits soucis où ça ne passe pas tout le temps. Mais pour l'instant, c'est qu'en dev, donc c'est pas très problématique. Et donc du coup, si les 4 nouvelles instances ne démarrent pas, elles ne seront jamais exposées via le load balancer, donc elles ne recevront jamais du trafic de prod. C'est bon? Donc voilà, grosso modo. Alors maintenant, donc, comment je fais le dev et la mise en route? Donc on est passé à GitLab pour des raisons obscures de financement. Mais finalement, GitLab est quand même pas trop mal quand le site rame pas. Vous étiez sur quoi? GitHub. Pourquoi vous avez traché GitHub? C'est cher. C'est 7 € par user. Ouais. C'est pas moi qui décide, hein, après.
Bah oui, mais plus ça, plus l'intégration continue. C'est-à-dire que le ciel, c'est 50 € par conteneur par mois. Par conteneur, Oui. c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire des bulles parallèles. Et, D'accord, si ouais, t'ajoutes ok. des conteneurs- C'est l'exécuteur du. Bah, là, on vient de passer seulement un premier plan payant sur GitLab. Avant, j'utilisais donc toute l'intégration, enfin les pipelines de GitLab, gratuitement avec mes propres runners par contre. Ouais, ça j'aurais dû peut-être en parler un peu plus. Donc comme je disais au début, à chaque fois donc, on commit, alors pas dans toutes les branches, mais dans les branches importantes, à chaque fois qu'on commit sur Git, ça crée une nouvelle image Docker. À chaque fois. En utilisant commit ID comme référence. On n'utilise jamais le tag latest, sauf pour Spark, parce qu'on ne va pas spécifier à chaque fois la version. Mais surtout, si vous faites du Docker, je vous recommande de ne jamais utiliser ça. Parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qu'on fait. La test, ça veut dire la dernière version publiée. Si vous avez démarré une instance il y a 6 mois et que vous la redémarrez, eh ben, ça ne sera pas forcément la même. Alors c'est surtout vrai dans Mesos, parce que si l'instance, elle démarre sur un serveur A, vous l'arrêtez. Si elle redémarre sur le même serveur, vous allez avoir la même image, parce qu'elle est déjà présente. Mais si elle est arrêtée et redémarrée sur notre machine, l'autre machine n'a pas l'image Docker. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger la version latest, qui n'est pas forcément la même que vous avez démarrée il y a 6 mois. Et si encore je dis 6 mois, je suis gentil, hein. Des fois ça peut être 3 jours. Donc ça, moi je vous recommande de jamais utiliser ça. Alors à chaque fois qu'on fait un pull request sur la branche master, c'est automatiquement mis à jour en environnement de développement. On a un pipeline manuel, donc quand on a un clic pour le déploiement en UAT. Pour l'instant, le déploiement en production est encore semi-manuel. Bon, c'est moi qui le fais, mais je lance en Ansible en précisant l'image Docker. Mais je vais passer. Je vais faire la même chose que pour l'UAT, donc il y aura juste un petit clic. UAT, je l'ai pas l'acronyme. User Acceptance Test. C'est là où normalement les utilisateurs font les tests fonctionnels, enfin la recette fonctionnelle. On en a pas pour ça. Donc nous, on fait du Python, donc au niveau QA, l'intégration continue, on lance du FLAC 8, donc c'est du syntaxe et puis quelques analyses d'import, etc., des tests unitaires. On commence à faire un peu de code coverage. Moi j'ai un gros reproche à GitLab, c'est qu'il n'est pas foutu de publier, enfin d'ingérer correctement des rapports JUnit. Je trouve ça vraiment très con. Mais j'espère que ça va venir. Ouais, c'est bientôt fini. Donc un pipeline, donc là par exemple c'est un pipeline sur la branche master. Donc ça lance les tests, automatiquement on build 2 versions des images Docker. Donc c'est superviseur D et WHD, c'est des moyens d'exposer des API Python. Automatiquement ça fait le deploy to dev. Et là on voit qu'en fait on peut cliquer sur le deploy to UAT quand il y a Tu besoin. peux déployer plusieurs branches en UAT par exemple? Si tu as 2 features distinctes, est-ce que tu peux les déployer Pas aujourd'hui. On n'a qu'une instance par composant UAT. Mais effectivement, il va falloir qu'on y travaille parce que ça va être vite problématique. Et sur la prod, tu déploies que sur des tags spécifiques au niveau du pipeline? C'est ce qu'on va faire. Ouais, alors, donc là, c'est pas fait encore. C'est pour ça que je dis que c'était semi-automatique, parce que c'est moi qui le lance à la main. Mais c'est le même processus, le deploy to UAT, mais je le fais à la main. Quand tu vas détecter un tag, du coup, tu vas prévoir le bouton. Hein. Alors, le bouton, il ne sera disponible que sur les branches protégées. Donc j'ai vu que c'est assez récent, a priori. Tu vas avoir un runner dédié en mode protected, donc il ne peut travailler que sur des branches ou des tags protégés. D'accord. Et donc à partir quand j'aurai ça, je pourrai effectivement avoir un bouton ici, Deploy to Prod, qui ne sera disponible que si dans une branche protégée. Donc, tu peux rollback depuis ta pipeline? Je pourrais faire un bouton, mais là typiquement, normalement le rollback, ça serait de revenir au build où je veux le rollback et appuyer sur le bouton. Ok, ouais, d'accord. Tout simplement. Ouais, tu me feras penser, je te montrerai vite faire le petit script qu'il y a derrière le deploy to UAT.
La gestion des logs, parce que tout ça c'est bien, mais il faut avoir les logs. Alors, stack ELK en standard, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana. J'ai un tag par composant, donc quelle que soit la machine d'où vient le log, j'ai toujours le même composant, donc j'ai juste à taper le tag dans ma recherche Kibana et j'ai tous les logs de toutes les instances. Donc on sépare UAT, prod, évidemment. Et en fait, comment on fait? On rajoute des paramètres, tout simplement. Donc je capture en fait le stdout, stdin de Docker et je le renvoie vers syslog. Donc ça se fait tout simplement comme ça. C'est les mêmes options qu'un Docker run. Donc là, je lui dis d'effacer l'image à la fin du run. Donc là, je vais utiliser syslog, là je lui donne l'adresse de syslog, et là c'est mon fameux use tag, où tous les logs envoyés par ces images-là vont être préfixés par ce tag. Voilà, c'est à peu près fini. Je vais essayer de faire, pas forcément une démo, mais vous montrer en... Justement sur les logs, donc Ouais. tu sais pas quelle instance. Alors je sais parce qu'il y a Chaque instance. il y a un champ avec le hostname. Mais le hostname il est dynamique, il est généré par Mesos. Oui, pas l'IP, c'est par l'IP du host, si tu préfères. Ouais, c'est mieux, par l'IP. Je vais te montrer. Recopie. Donc, là, si je prends ça, hop, donc qu'est-ce que je vais redéployer? Allez, user API. Donc là, imaginons que je pousse du code sur un projet. Ouais, je vais le refaire. Hop. Donc ça va déclencher un pipeline. Moi, là, je ne vais pas pousser du code juste pour le plaisir. Donc je relance mon pipeline sur la branche master. Donc il y a les tests. Alors là, ici, il y a les tests qui sont exécutés. Alors normalement, ça ne prend pas trop longtemps. Donc les tests, on les exécute au sein d'une image Alpine, bien sûr. Ah, et puis en plus, j'ai pris l'exemple où il n'y a pas de test unitaire. C'est dommage. En fait, il y en a nulle part. Si, regarde. Non mais non, je te Si. troll, là, arrête. Non, mais si, tu vas pouvoir voir que je te disais le gros reproche que je fais à GitLab. C'est pas mal quand même, GitLab. Ouais, non, le taux de la CI de GitLab. Alors, c'est pas Sauf celui-là. que moi j'ai commencé à l'utiliser, à tester quand ils ont craché 3 jours d'affilée et qu'ils ont Ouais. fait leur BD une semaine après. Donc, du coup, je leur ai fait confiance, j'ai continué un peu, mais pendant 3 semaines après, au lieu de sortir des versions, il le plantait une demi-heure. Et tu peux le mettre en local, quoi. C'est le seul Oui. intérêt de GitLab par rapport à GitHub. Ouais. Ah ouais, t'as pas toutes les mêmes fonctionnalités. Hein. Alors là, toutes celles que j'ai citées, elles sont dispo dans la version open source, mais il y a des fonctionnalités que tu n'as pas en version communautaire. Mais justement, moi j'ai. Pas gratuitement. Ah, s'il faut sortir un, mon chèque. Ah oui, GitLab, t'as une version que tu déploies chez toi. J'ai mangé, ouais, GitLab déjà. Ah ouais, Ah. ça va être simple. Ah oui, c'est ça. C'est quand même plus simple, tu peux tout au même endroit. Mais quand tu pars chez Travis ou tu pars chez CircleCI. Ouais, c'est Circle CI, tout ça. Ouais, c'est smart. Vous êtes sur CircleCI? Mais GitLab, c'est bien, mais ça fait trop de trucs. Il y a ton code, il y a Oui. ta CI, il y a Ouais. tes images Ouais. Docker. Genre, il tombe. Je suis d'accord. Donc, tu vois, là, on a des tests unitaires, mais la seule information en fait, qu'on peut récupérer, à part que c'est passé, c'est le coverage total qu'on se retrouve là. Mais tout ça, là, c'est les tests unitaires de Python, il est capable de fournir un format JUnit, mais GitHub n'est pas capable de les... donc, tu n'as pas de trending sur tes tests unitaires, etc. Ça, t'as des services tiers qui proposent. T'as Oui, des bon. ACI, t'as plein de trucs qui font. Alors, donc mon test... Ah, voilà, donc mon test a fini. Ma phase de test a fini. Donc là, il va lancer le build des 2 images Docker. Ouais, ça va prendre un peu plus de temps.
Alors, du coup, tu me demandais. Hop, là, je vais sur la prod, ouais. Non, mais c'est pour ça que j'ai encore pas fait de. Des boutons, ouais, push to prod. Ouais. Exactement, t'as tout compris. Ah bah non, si je prends celle-là. Ah si, non, pas celle-là. Pour l'instant, il n'y a pas de Bah tiens, je vais te montrer après. Donc là, tu vois, là j'ai Lost Emitter et ça c'est bien l'IP physique de la machine. Parce que c'est le Docker qui écoute Ouais, et mais- qui envoie. Donc c'est pas La- c'est pas l'IP au sein du Docker. Ouais, c'est l'IP du host Ouais. qui fait tourner le Docker. Voilà. Donc je sais sur quelle machine elle a tourné. S'il y a 4 instances qui tournent sur ce même host, Ah oui, non. les 4 logs sont même. Oui, ça je suis d'accord, ouais. Je pourrais pas les différencier. Tu ne peux pas différencier une instance sur. Non. Non, là effectivement je suis d'accord. C'est Et- ça que je demandais tout à l'heure. C'est ça la granularité que je cherchais tout à l'heure. C'est le nombre de requêtes secondes en prod par une minute. Donc, c'est pas énorme, mais ça commence à faire. Alors le pipeline. Donc là on voit en plus qu'il se lance en parallèle. Mais oui, effectivement, quand on GitLab est emmerdé, on est un petit peu emmerdé. Un peu pareil que quand GitHub est donne. Ça Ah, arrive moins ouais, souvent, ouais. mais. Oh, Le GitLab pour l'instant c'est plus des ralentissements qu'on a. J'avoue. Et la registry Docker de GitLab, alors déjà elle a un intérêt par rapport à la registry officielle, c'est qu'on peut avoir plusieurs slash. Dans la registry officielle, je crois pas que tu puisses pousser /toto, /tutu, /master 2.42. Dans celle-là ici on peut le faire. Et surtout, c'est que j'ai pas à me préoccuper de l'espace que ça prend. Parce que quand on fait une image Docker par build, ça va très vite. On est obligé de toutes les touches aussi. Ben, si tu veux en faire quelque chose, si. Ah, si tu veux les deploy derrière. Ouais. Ah bah ouais, moi je les déploie, tout ce qui est poussé en master, je les déploie en dev. Donc, d'ailleurs, là, on va bientôt le voir. Il a fini l'image. ça en fait du temps, c'est plus. Dès quoi Je dis ça en fait du temps, c'est plus. Ah oui, ça va. Au build. Ouais, Ouais, je pense que GitLab, il doit avoir. Après, là, tout ça, c'est exécuté sur un serveur allemand. La registry, elle est sur gitlab.com, mais ça, c'est un exécuteur, c'est une instance Amazon que j'utilise. Alors. Et hop, donc là, j'ai buildé la Tu la vois, user API. tu la vois via ton CI quand même, GitLab. C'est lui qui en déclenche. Oui, ah oui. C'est ça que je disais tout à l'heure, et c'est ça que je référence. Et donc là, on voit qu'il y a quelques secondes, j'ai mis à jour la version de l'image Docker. Donc là, il est en train de déployer. Donc là, il est en train de récupérer l'image Docker. Et on voit bien que l'autre, donc elle est verte. Donc c'est toujours que elle qui est exposée par le reverse proxy. Là, elle est started. Donc elle est toujours pas exposée puisque c'est marqué statut unknown. On ne voit pas sur l'écran. Et on va attendre quelques secondes. Et normalement, la nouvelle instance va passer en vert et l'autre va disparaître. Et c'est là où je suis content d'avoir des petites images Docker. Et t'as testé les images d'Histroless de web? T'as ça qui. Alpine, je suis désolé, on peut difficilement faire plus petit. Bah, l'Histroless, ils sont au même niveau qu'Alpine. Alpine, ça me va bien. J'ai du mal à le faire passer, moi, Alpine. Voilà, donc là il a fini. Ça y est. Et en plus, on peut avoir un histoire. Ah oui, donc le fameux L-check Régis. Donc c'est ça. Donc là, je lui demande de taper /service statut au sein du conteneur, et si ça renvoie pas 200, tant que ça renvoie pas 200, l'image est considérée comme inutilisable. Et au bout d'un certain temps, elle sera même tuée. C'était pas forcément sa capacité à fournir le service, c'était par rapport aux données que l'image peut recevoir, qu'elle renvoie une donnée ailleurs à l'extérieur ou autre, et si elle se fait bloquer. Du moins que ça plante ou quelque chose. C'est-à-dire pas dans son service à elle, mais dans
Ah bah, Donc, c'est elle pas refournit magique. derrière, mais du coup, il te faut un log quand même pour savoir que cette machine-là n'arrive pas à communiquer avec l'extérieur. Mais tu l'as avec le. Si tes logs ils remontent sur le host. Ah oui, oui. C'était quoi Quand la j'ai branche exercé. fixe rond merge Ah, je sais pas. Des fois, les services. Urgent, fixe, bug, check, machin. sans la branche de CTO ça. Non, c'est pas du tout le genre de la maison. Mais pas du tout. Donc, comment je mets à jour, en fait, il y a un Créer des logs en prod, c'est long quand même. Allez, c'est fait que ça. Ah bah, c'est un script marathon en fait qui fait récupère le JSON de définition, je remplace le tag et je mets à jour et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous... Donc oui, ça c'est la dashboard, enfin la console d'interface de Traffic. Donc on voit tout ce que... Donc... Est-ce que je peux... Tu vois, il y a des trucs quand tu exposes j'ai des services exposés par Docker, tu sais, tu tapes dessus sur ça doit être un slash, tu n'as pas de contexte, de place contexte derrière. Bah, je peux pas le démarrer avec un pass préfixe quelconque, ce qui fait lui alors on va être une 5. Donc là, je le démarre avec un virtual host. Donc toutes les requêtes qui arrivent avec ce vhost-là sont forwardées à l'instance qu'il y a derrière. Je sais pas si ça répond plus. Ouais, si je vois. Enfin, je vais te montrer. Hop, hop, hop. Juste que nous on écrit une relation en JS, on arrête. Donc, ça c'est le port exposé directement par mon Docker. Donc il est aléatoire, etc. On voit bien que j'écris /service statut. Et en fait, pour le joindre depuis le reverse proxy, il faut que je fasse... Hop. Donc /user et ensuite mon service statut. Et ça, donc le composant là, le pass préfixe, donc il est supprimé par Traffic. Voilà. C'était rapide. J'espère pas trop dense. C'était pas mal, hein, c'était bien. Merci. Bah de rien. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais, peut-être. Mhm. Tout ça, là, tu es en HTTP comme dans les services cloud. Tu considères que l'environnement est privé derrière, même sur Reverse, ou vous passez en HTTPS aussi? On a malheureusement des reverse proxy commerciaux devant. Donc nous en interne, on travaille que en HTTP. Ouais. Et j'espère pouvoir exposer du Traffic directement géré. Ah oui, alors ce que j'ai pas dit, c'est que Traffic a une intégration native avec Let's Encrypt. Ouais, bah oui, c'est un Donc normalement, demain, si par exemple, si je fais un... Alors je sais pas s'il le fait à la demande ou dès que je vais approvisionner. Imaginons que je fais un nouveau service avec la règle host de point. Il est censé me générer un certificat automatiquement pour Let's Encrypt. Mais ça, j'ai encore pas testé. Comme j'ai malheureusement pas le use case. Donc Traffic, j'ai fait quelques rapides tests de prod, ça a l'air de tenir. Pour moi, je considère que c'est moins rock solide qu'un achat proxy. C'est sûr. moins rapide qu'un Nginx aussi. Ah, ça c'est obligatoire. Moi, ce qui me gêne avec Traffic, je connais pas, hein, mais quand tu m'as dit que c'était en Go, si tu es vraiment sur de la grosse perf, moi je suis vraiment sur de la grosse perf au niveau du trafic. Si je devais mettre un proxy devant, je pourrais pas mettre un truc en Go parce que je pense que je connais pas bien le Go. Hein. Moi je travaille en Java, mais c'est pareil qu'en Java, tu gères pas la mémoire, tu as un garbage collector qui va passer et ça va te foutre une pause de 10 millisecondes ou 1 milliseconde, voire plus, pour nettoyer la mémoire d'un coup de temps en temps. Tu vois. Il y a 85% des pertes d'Nginx, il me semble. Et du coup, ça reste. c'est embêtant ça. Ouais, mais il faut vraiment un trafic monstrueux pour. Ouais, mais si tu peux pas te permettre d'avoir de la perte de paquet, tu vois, une pause de 10 millisecondes, parce que c'est obligatoire au bout d'un moment dans tous les langages du même genre d'avoir une grosse pause pour tout nettoyer. Et là, c'est gênant. Ton trafic qui peut être distribué sur. Ah bah tu peux en démarrer autant d'instances que tu veux. Ouais, donc. Alors après, justement, d'ailleurs, ils ont atteint 85% de perte de NGX, mais en démarrant un trafic par CPU, a priori. Je crois que c'est marqué sur leur site. Mais ce qui est déjà bien pour un langage d'armage collecté. De toute façon, c'est suffisant pour. Personne n'a besoin de. Enfin, en général, tu peux avoir une perte de 5 ou 10 millisecondes de temps en temps sur tes trucs. Quoi.
Donc si ça simplifie à fond la mise en place, que tu peux avoir des certificats HTTPS sans te prendre la tête à faire une configuration à chaque fois. Puis ils sont en train de s'améliorer. Ouais, voilà, il y a plus de context switching avec Traffic. Mais ouais, 85%, tu vois, donc c'est exactement ça. Après, il y aura avec une Les instance. traders qui sortent aussi ils ont codé leur propre truc en Rust aussi. En Rust. Et je pense que ça va être la aider mode. aussi. Je crois que c'est open source d'ailleurs. Ils ont dit qu'ils le mettraient en open source, mais. Ils ont dit que. Bah, ils ont dit ouais, il n'y a pas de reverse proxy, tu peux recharger dynamiquement, on l'a fait, on est en Rust, on est content. Et puis, 3 semaines après, il y avait Traffic qui commençait à monter dans les coms et tout, et ça fait 6 mois qu'on est là, enfin good. Donc ils ont un peu. Mais je crois qu'il n'est pas encore ça, ils l'ont pas encore publié. Mais ils le feront, moi. Non, mais j'avoue, là, toutes ces stacks-là, ça demande un peu d'effort à mettre en place, mais une fois que c'est en place, là, les devs, ils n'ont pas besoin de moi à chaque fois pour mettre un truc. Mais c'est en prod, c'est très fixé en prod, c'est chez Cisco et puis Ouais. dans différents gros projets, donc c'est pas. 85%. Sinon, ouais, il y a Zookeeper qui est un peu délicat. Alors, pas délicat au sens ça bagote ou pas, mais quand on a un petit problème Zookeeper, ça peut être un peu chiant. Parce que les logs, déjà, Zookeeper, ils sont à chier. Parce que tous les Zookeeper, le marathon, les machins, ça, ils sont dockerisés aussi. Non. Ah non. Non. Non, quand même. Ouais, donc ça doit être chiant à configurer quand même. Oh bah, Ansible, et puis si t'es gentil, je te donne les rôles, et puis. Tu les as pas publiés sur Ansible Galaxy? Ouais, mais il y a déjà tout, je pense. Mais ça marche bien, Franchement, moi j'ai des ouais, 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 ça c'est nul, ouais, ton rôle il a chié. Ah ouais, des fois je me fais des scuds, enfin c'est cool. C'est cool. Non, là j'ai un rôle Prendre pour chez toi, Hadoop pour 3 qu'il que je vais peut-être essayer de publier. La magie de l'open source. Non, c'est bien. Voilà, on peut aller boire une bière. Ça va. Sinon, ouais, j'ai de problème de prod sur aucun Si. aucun composant. De tout ça, il n'y a rien, il y a un truc qui te sort une map ou quelque chose. J'ai rien de Les plus noms, que ce que les je noms t'ai dit. d'instances, ce qui tourne dessus, il y a rien. Bah, ça faisait partie des questions que je posais l'autre jour sur l'histoire de la CMDB, je sais pas comment, la notion de dépendance entre les composants, quelle version est déployée, quelle version a été déployée. Parce que, alors c'est pas d'admin-side, enfin si c'est admin-side, mais admin-side intermédiaire boîte, t'arrives, soit tu l'as déjà fait 15 fois depuis des années dans 4 boîtes, t'arrives, tu trouves tes petits. Et tu cherches des trucs, donc tu retrouves, mais quelqu'un qui n'a pas, voilà, il va avoir une vision globale à un moment de ce qui est en place. T'as déjà essayé de killer des C'est hosts comme du code, hein, mais. Ouais. D'accord. Ouais. Et des fois, j'ai des hosts qui skillent tout ça. Donc, en prod, en dev, quoi, en prod. Non, là. Ah, parce que t'as pris les instances AWS Ah non. empreintes, Non. Enfin, ah oui, ça m'est arrivé. Il y a eu une vague au début d'année où ils ont shutdown. Enfin, il fallait les redémarrer, enfin les réinstancier. Ouais, avec Spectre et puis. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'en ai eu une, je crois que je l'avais oubliée, puis un jour j'ai vu, mais il n'était plus là. Je l'ai vu 3 semaines après, hein, donc autant dire que. Ça t'a pas beaucoup manqué. Voilà. Et puis, je veux dire, tout était déployé, tout était. Le seul truc à faire, je dirais, attention, c'est Alors, ça, c'est vraiment mon gros reproche à Docker, c'est la gestion de l'espace disque. D'ailleurs, si vous avez vu tout à l'heure, il y avait l'histoire du RM true. Donc, ça, c'est quand elle s'arrête, je supprime l'image. Parce que sinon, je me retrouve avec. Tu peux te retrouver vite avec des. J'ai réussi à me sortir de mes problèmes d'espace disque avec Docker, justement. Bah, Docker moins RM, quoi. Enfin, comme j'avais dit à la première conf, pour moi, un Docker run, il doit être. Enfin, tu dois pouvoir faire un Docker run, Docker RM, et repartir et avoir encore tes données. Si c'est pas le cas. Ils ont sorti Docker System Prune et il y a pas mal de welcome. Ouais. Bah, Docker System Prune, moi, ça marche pas. Alors, il faut que j'investigue. Je sais pas, moi, ça délève des trucs. Mais... Ouais, non, mais ouais. Bah, en fait, tu sais comment je fais maintenant, Dave. Une mount, MKFS XT4, et je remonte et je redémarre Docker. Là, ça prend 10 secondes, parce que Docker System Prune, ça prend une plombe absolue. Et donc, du coup, je trash tout intervalle. Je fais systemctl, enfin j'arrête Docker, je un reformate. format pour faire tourner en. Non, j'ai rien sur.
je vais pas encore passer le step. Je sais pas, tu l'utilises toi? C'est pas très long? Non? Parce que ça spawn J'ai pas encore. Là, jusqu'à maintenant, de temps en temps, il me dit vous avez plus de place sur votre machine. Ah oui, Regarde, ça c'est. ça prend 23 gigas. je kill des trucs, je balance des prunes, des RN, des machins. Du coup, c'est revenu. Le mieux, c'est le reset, je l'ai pas fait le jour. En fait, Docker format, maintenant, t'as un bouton reset et il se remet par Ah, défaut. mais il est long. Il croche tout. Ouais, mais bon. Après, il faut redemander toutes les images et tout. Ouais. C'est pareil, je balance des commandes un peu au pif pour l'instant. C'est une dev par dichotomie. Voilà, merci. Merci à toi. Merci. Merci.